Désolé, c'est le... Alors, si le directeur n'est pas là, ça ne va pas aller. Alors, on va redémarrer. Donc, on va redémarrer maintenant avec l'axe données, algorithmes et calcul. Donc, Nadine et Benoît vont nous faire un bilan de l'axe. Et puis après, on aura une présentation qui va faire le focus sur une des axes que l'on a, ou des programmes que l'on a financés. Voilà, je vous laisse la parole. Et tu as le micro, bien sûr. Donc bonjour, donc, nous sommes donc 2 des 3 animateurs de l'Axe. Le troisième c'est Pascal Poncelet qui n'est pas là aujourd'hui. Voilà, donc l'axe données algo calcul est un axe donc, qui a été refondé à partir des axes données et algo calcul qui étaient 2 axes séparés avant. Donc ça fait pratiquement 2 ans maintenant qu'on a refondé tout ça ensemble, ce qui a un peu plus de sens. Donc on a des projets qui tournent quand même, les projets dans notre axe sont quand même beaucoup connectés avec à peu près tous les pays et puis d'autres axes aussi. Donc on regroupe une population de chercheurs avec des compétences assez larges, en commençant par l'informatique par exemple. Il y a beaucoup d'équipes du NIRM, les statistiques à l'IMAG et à MISTEA, et donc avec pas mal de compétences un peu différentes dans ces 2 domaines-là. Donc on traite pas mal de tout ce qui est autour de données, la sélection des données, le pré-traitement, comment stocker les données, comment gérer les données, etc. On parle beaucoup de modèles, mais plutôt modèles issus des données par opposition aux modèles plutôt issus de la connaissance, comme on a vu l'axe modélisation hier. Et puis beaucoup d'algorithmes pour créer ces modèles, pour faire de l'identification dans ces modèles, etc. Donc calcul, fouille, de la visualisation aussi. Donc tout ça avec des compétences assez variées. Donc les objectifs principaux dans notre axe, on va trouver des projets qui vont travailler autour de l'extraction, la représentation de connaissances, développement et étude d'algorithmes pour analyser et traiter des données complexes. Donc quand on dit données complexes, ça va être des données plutôt hétérogènes, à des échelles variées, des données des fois en grande quantité, des fois pas en si grande quantité que ça, mais quand même avec beaucoup d'hétérogénéité dedans et d'incertitudes, etc. Donc ça fait quand même des choses assez compliquées à traiter. Voilà, donc avec des applications qui vont de la médecine à l'agronomie, donc des applications quand même assez diverses et variées. Donc on vous a mis tout un tas de mots-clés ici, je ne vais peut-être pas les refaire, c'est pas nécessaire. Donc on n'a pas prévu de faire énormément de présentations parce que comme on a beaucoup de connexions avec les autres axes, ça ne marche pas, comment on fait? Il ne veut pas. Ah, nous avons un petit bug. Qu'est-ce que tu dis? Mais il ne veut pas. Suivant. Ah oui, c'est pas moderne. Donc, dans les conférences qui ont été soutenues par l'Axe, tu veux nous raconter? Là, je vais vous les raconter. Donc ça fait partie des actions les plus nombreuses qui sont soutenues par notre axe. En fait, chaque année, on soutient pas mal de conférences. Donc cette année, il y en a eu 2, donc Statistical Method for Post-Genomic Data qui a eu lieu en janvier, dont vous a parlé Fabio tout à l'heure, et METMA, donc le workshop international sur la modélisation spatio-temporelle, qui a eu lieu en juin. Donc ces 2 conférences ont été à peu près de taille similaire. Elles ont rassemblé une centaine de personnes, dont beaucoup d'étudiantes et d'étudiants. Donc ça, c'est un des points qu'on aime bien mettre en avant. Et puis, on va faire un peu de publicité aussi pour la prochaine conf soutenue par l'Axe à venir, donc qui aura lieu début mai et qui s'intitule « Signaux sur graphes, apprentissage et optimisation », où le but, c'est de rassembler des chercheuses et des chercheurs qui vont discuter un petit peu sur des données qui sont de plus en plus massives et puis pour lesquelles on a de plus en plus envie de prendre en compte les structures fines qu'il peut y avoir dessous, en particulier les structures topologiques, et là ça va être les structures de type graphe. Donc on peut voir par exemple dans les réseaux de gènes ou dans les réseaux de propagation d'épidémies typiquement. Donc on vous invite à venir assister à cette conférence-là. Sur le site de l'université. Qui sera, voilà. Sinon, donc, pour les autres projets soutenus dans l'année qui vient de s'écouler, donc on a eu un petit projet de master, donc, sur lequel je ne vais pas beaucoup m'étendre. La plateforme Phylogénomics dont vous a parlé aussi Fabio tout à l'heure, donc où il s'agit de rassembler sur une même interface tout un tas de méthodes et d'algorithmes différents pour traiter les données phylogénétiques, donc pour avoir une interface un petit peu unifiée, pour que l'utilisateur puisse déposer ses données et faire tourner un petit peu en routine tous les types d'algorithmes qui peuvent exister. Et puis le projet le plus important qu'on a financé, donc c'est le postdoc de Fatima Palacios,
dont Gladys va vous parler dans un moment. Donc il s'agit de simulation de processus spatio-temporels avec comme caractéristique, donc outre le fait que c'est spatio-temporel, le fait qu'on veut simuler des événements extrêmes, c'est-à-dire des événements pour lesquels on ne peut pas directement calibrer avec des données vues, puisqu'on veut typiquement modéliser des tempêtes ou des choses comme ça qui vont être d'intensité supérieure à celle qu'on a pu observer, donc qui se produisent assez rarement pour pouvoir, donc Gladys vous en parlera un peu plus précisément, mais pour pouvoir voir comment réagissent les différentes infrastructures à ce type de tempête, donc évaluer des scénarios et voir leurs conséquences. Donc je vais laisser la parole à Gladys. Non, on ne fait pas encore vraiment de la prévision de ce type. Donc, je commence par remercier le LabEx NUMEV, en particulier donc l'axe données, algorithmes et calculs, donc pour me donner l'occasion de vous parler aujourd'hui donc d'une partie de mes travaux de recherche qui concerne la modélisation et la simulation donc stochastique de pluies extrêmes. Donc, je suis de l'IMAG, également rattachée à l'équipe INRIA Lemon, finalement toute nouvellement créée officiellement, en tout cas là, depuis 2 semaines. Et les travaux que je vais vous présenter, en fait, sont des travaux qui sont faits en collaboration avec des membres d'un projet LEF que je coordonne. Donc, l'action LEF, c'est en partie principalement financé donc par le CNRS côté INSU. Alors, dans un premier temps, je vais présenter un petit peu, bien sûr, le contexte des pluies extrêmes dans un cadre d'inondation urbaine et revenir sur les spécificités auxquelles on a à faire face quand on s'intéresse aux événements extrêmes. Et puis, je présenterai en fait 2 travaux de recherche. Finalement, je focaliserai plutôt sur la première approche, donc qui va être la construction d'un modèle hiérarchique. Et je parlerai également donc du postdoctorat effectivement de Fatima, donc qui est un postdoc NUMEV là d'octobre 2017 à octobre 2018. J'en profite pour dire qu'elle reste encore un peu avec nous sur Montpellier, parce qu'elle continue là sur un postdoc, a commencé le 1er novembre à l'INRIA dans l'équipe Lemon. Et donc ces deux travaux ici ont bénéficié en fait du soutien du LabEx NUMEV. Donc pour Fatima, c'était vraiment la prise en charge du postdoc dans son intégralité. Et puis on a bénéficié il y a quelques années aussi d'un soutien du LabEx pour inviter Carlo Gaetan en fait à 2 reprises sur Montpellier, donc avec qui on a fait le modèle hiérarchique dont je vais parler en particulier. Alors pour vous les présenter un petit peu plus, j'ai mis quelques photos. Donc vous voyez Fatima, donc il y a un poster, justement, c'est aussi pour ça que j'ai fait le choix de plus parler du modèle hiérarchique. Donc il y a un poster que vous pouvez encore aller voir. Voilà, donc on a travaillé avec Fatima, avec également Thomas Opitz de l'INRA d'Avignon, et puis avec Julie Caro ici, donc d'Hydrosciences à Montpellier. Et le modèle hiérarchique dont je vais parler, donc c'est un travail en collaboration avec Jean-Noël Bacrot de l'IMAG, mais aussi, je le disais, donc avec Carlo Gaetan, donc qui était venu donc depuis Venise. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à simuler donc aléatoirement des pluies extrêmes? Donc je vais donner un exemple simplement. Pourquoi cet exemple? Parce que finalement, c'est un projet qu'on a là dans les semaines, voire mois à venir, donc notamment avec Fatima, mais aussi avec les membres donc de l'équipe Lemon, dont j'ai mis une petite photo là-haut. Et donc dans cette équipe, il y a Vincent Guinaud en particulier qui lui travaille donc sur des modèles d'inondation urbaine, des modèles déterministes d'inondation urbaine. Et ces modèles, ils vont avoir besoin en entrée de prendre une certaine quantité d'eau, d'accord, donc qui va varier dans l'espace et dans le temps. Et il va renvoyer en sortie les hauteurs d'eau et les vitesses. Donc l'idée, en fait, pour mieux comprendre les inondations urbaines, ça va être de donner en entrée différents scénarios de pluie, donc spatio-temporels, pour voir comment vont répondre les inondations en sortie.
Et donc, on a besoin pour ça de simulations aléatoires de champs de pluie dont on peut contrôler les paramètres pour voir justement le risque en sortie. Et ça, c'est d'autant plus vrai quand on s'intéresse aux extrêmes, parce qu'on a très peu d'observations. Donc, Benoît le disait finalement, et on a besoin de simuler des pluies qui restent pour autant réalistes. Donc, on va s'appuyer sur les données pour ça, mais dont on veut, si vous voulez, quand même caractériser le caractère extrême. C'est-à-dire, je veux être capable de simuler une pluie et de dire, voilà, cette pluie, finalement, elle correspond, je m'attends à la voir en moyenne simplement une fois tous les 100 ans ou une fois tous les 200 ans, et voir comment répond le modèle d'inondation urbaine. Donc voilà pourquoi nous, ici, on focalise vraiment sur ces simulations de pluie extrême. Donc je le disais, on veut se caler quand même malgré tout sur les données pour renvoyer quelque chose de réaliste. Et donc les données dont on dispose quand on s'intéresse aux pluies, elles peuvent être de différentes natures. Donc typiquement ici, on peut récupérer donc, par Météo France des données à des stations. Donc là, c'est des mesures de pluie en 50 stations que vous voyez là typiquement voilà, sur le sud de la France, entre Montpellier là, et Valence. Et on va s'intéresser en particulier donc aux données de l'automne, hein, pour s'intéresser donc aux épisodes, 10 épisodes Cévenol. Si je vous présente un petit peu plus ces données, donc là je mets juste l'accent sur 3 stations en particulier pour que vous voyez à quoi peuvent ressembler nos données de pluie. Donc typiquement, voilà, ce que j'observe, ça va être, donc là on est simplement sur 4 années, simplement sur les mois de l'automne, hein, d'accord ? Donc on peut voir finalement que je vais avoir effectivement des valeurs très extrêmes par moment. Mais ces valeurs très extrêmes, vous voyez, elles arrivent en cluster. On va parler de cluster d'extrêmes. C'est vrai que ce qui est spécifique dans la pluie, c'est qu'il peut pleuvoir vraiment très fort sur une zone pendant une certaine période et puis, pouf, plus rien, d'accord ? Donc c'est des phénomènes qui sont extrêmement localisés. Et on veut pouvoir proposer des modèles qui sont capables justement de capturer ces dépendances un petit peu particulières qu'on a dans les extrêmes. D'accord ? J'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est vrai que les dépendances qu'on a dans les extrêmes ne sont pas nécessairement les dépendances qu'on peut observer quand on s'intéresse aux données dans leur ensemble. Alors d'autres types de données donc, qu'on peut récupérer ici qui correspondent donc à des données radar finalement. Donc l'intérêt ici de récupérer les données radar, alors c'est pas directement l'intensité qu'on récupère, hein, c'est un calcul en fait, et donc l'intensité elle est en quelque sorte estimée, mais du coup sur tous les points d'une grille, ici avec une résolution spatiale de l'ordre du kilomètre. Donc si on veut analyser les choses à une échelle plus fine, on peut utiliser les intensités qu'on récupère des données radar. Et ces données radar, elles peuvent éventuellement donc être corrigées, être enrichies des données qu'on observe aux stations. Donc, typiquement, Météo France nous donne directement donc, ce qu'ils appellent les données de réanalyse qui combinent les données radar et les données aux stations. Donc, justement, là, vous reconnaissez un peu l'image de tout à l'heure. Donc, le postdoc là, de Fatima va se concentrer sur ce type de données. Alors que l'approche du modèle hiérarchique, je vais l'illustrer sur les données aux stations. Comme ça, vous voyez aussi deux cas d'études. Alors, quoi qu'il en soit, et quelles que soient mes données, si je veux m'intéresser à proposer une simulation donc, de pluie spatiale extrême, je peux décomposer les choses, finalement, mathématiquement aussi. Je peux, d'une part, me dire qu'il faut que je sois capable de modéliser et de simuler les intensités de pluie. Donc, typiquement, ce qui se passe si je m'intéresse simplement en un site, d'accord, d'un point de vue marginal. Je veux modéliser les intensités de pluie site par site, mais je veux aussi être capable, je le disais tout à l'heure, de modéliser la structure de dépendance à la fois spatiale et temporelle. Donc l'idée, c'est déjà d'apprendre à partir des données pour être capable donc, de rejouer des scénarios, pour être capable de simuler. Donc apprendre à partir des données, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Je peux me placer dans un cadre paramétrique où j'ai un modèle. Donc typiquement, j'ai une loi de probabilité supposée pour mes intensités de pluie. Et puis à apprendre des données, ça va simplement être estimer les paramètres de mon modèle. Ou bien je peux avoir une approche non paramétrique qui me laisserait davantage guider par les données. Donc le modèle hiérarchique dont je vais parler tout à l'heure, il est vraiment paramétrique à la fois pour les intensités et pour la structure de dépendance. Et le modèle, donc son nom l'indique, semi-paramétrique, donc proposé par Fatima, l'approche semi-paramétrique proposée, elle va donc avoir une approche paramétrique pour les intensités et non paramétrique pour la structure de dépendance. Donc là encore, ça permet de voir différentes façons d'aborder le même problème.
Alors, quand on s'intéresse aux événements extrêmes, on a des connaissances, en fait, sur la théorie que nous apporte la théorie des valeurs extrêmes. Et grossièrement, on a deux façons de faire, deux grandes approches. La première, c'est d'utiliser comme données les maxima par bloc. Et la deuxième, c'est de travailler avec des dépassements. Donc, si on travaille avec des maxima par bloc, typiquement, on se donne des blocs annuels. Sur chaque bloc, je récupère le max. Et la théorie me donne de l'info sur la distribution qui convient d'ajuster sur ces maxima. Et pareil, si je m'intéresse aux excès, la théorie me donne une info sur la distribution qu'il convient d'ajuster. Alors, si je suis en bivarié, donc là, je considère deux sites. Voilà, la station à Bellegarde et à Saint-Marcel, et je représente mes intensités de pluie. Si jamais je prends l'approche par max, qu'est-ce que ça veut dire en bivarié? C'est finalement les max par composante. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est se dire qu'ici, la réalisation qu'il faut que j'utilise pour pouvoir utiliser la théorie des valeurs extrêmes, ça va être le max qu'on a observé sur la période. Là, on peut imaginer que c'est les données sur une année. Le max que je vais observer sur la période, typiquement en Bellegarde, le max sur la période à Saint-Marcel, ça me donne une réalisation là du max. Et sur ces réalisations-là, que je suis capable d'ajuster des modèles qu'on appelle max stables. Quand on entend parler sans arrêt en théorie des valeurs extrêmes des modèles max stables, c'est parce qu'ils trouvent leur justification comme un modèle limite de max de vecteurs, comme ceci. Alors, à partir de ça, on peut calculer tout un tas de choses intéressantes. On peut calculer des niveaux de retour, des niveaux effectivement extrêmes qu'on s'attend à avoir dépassés tous les 100 ans, tous les 200 ans, etc. On peut faire tout un tas de calculs. Néanmoins, si j'utilise ces modèles max stables pour faire de la simulation, je vais simuler ce qui pourrait s'apparenter typiquement à des max sur des blocs comme ça. Et en aucun cas à des événements en tant que tels. Parce qu'il n'y a pas un jour donné où j'ai observé cette réalisation-là, cette valeur forte en les deux sites en même temps. Donc je ne peux absolument pas utiliser toute la théorie max stable qui existe à des fins de simulation, à l'échelle en tout cas de l'événement, pour après aller alimenter typiquement les modèles d'inondation urbaine dont je parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est la première chose qui va nous pousser à travailler plutôt sur une approche par dépassement. Et puis la deuxième chose que je voulais mettre en avant sur ce graphique, j'ai pris un graphique assez marqué de ce point de vue-là pour que ça se voit bien, c'est les histoires de dépendance. Donc ici, on voit que j'ai de la dépendance dans mes données moyennes, même un peu fortes, pourquoi pas, c'est clair. Néanmoins, si je m'intéresse aux valeurs vraiment très très extrêmes, je peux voir que les très fortes valeurs qui ont eu lieu en un site n'étaient pas forcément associées à des très fortes valeurs en l'autre site. Et finalement, plus je vais dans les extrêmes, et plus j'ai tendance à coller aux axes. Et donc ça, c'est un phénomène en fait qu'on appelle l'indépendance asymptotique. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de dépendance dans mes données, mais quand je vais suffisamment loin dans les extrêmes, cette dépendance, elle disparaît. Donc c'est pas grave d'être dans cette situation-là, néanmoins, il convient réellement de détecter dans quelle situation on est pour proposer des modèles qui vont s'adapter à la situation à laquelle on est confronté. Alors pour nous aider un petit peu à voir les situations dans lesquelles on peut être, on dispose d'indicateurs qui vont nous aider. Donc en particulier, on parle donc du paramètre qui et du paramètre qui bar. Alors ce paramètre qui qu'on voit sur la gauche, il est vu comme la limite de cette probabilité conditionnelle. Donc la limite quand U il tend ici, c'est vers le point terminal de la distribution. Ce qu'il faut vous dire, c'est que quand U il devient de plus en plus extrême. Donc finalement, la probabilité qu'en un site, mon intensité de pluie dépasse U, sachant qu'en l'autre site, elle dépasse U. Et si cette limite, en fait, quand U devient de plus en plus extrême, elle est égale à 0, d'accord, si mon qui est nul, eh bien c'est ça qui caractérise la situation d'indépendance asymptotique. Ou sinon, il est strictement positif, il va me donner une info sur la force de dépendance que j'ai dans les extrêmes. Donc s'il est égal à 0, on a ce phénomène de dépendance qui disparaît dans les extrêmes. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de dépendance dans nos données, bien évidemment. Et donc, le qui-bar vient prendre le relais pour donner une information sur ce qu'on appelle la dépendance résiduelle ou la dépendance sous-asymptotique. Donc, ce paramètre qui-bar, qui lui aussi correspond à une limite, de la même manière, voilà, il est compris entre -1 et 1. Il vaut 0 dans le cas de l'indépendance totale des données. Et sinon, donc, il donne donc l'information sur la dépendance résiduelle. Un exemple qui parle bien, c'est de considérer un vecteur gaussien. Donc tout le monde connaît les vecteurs gaussiens et sait que si je prends un ρ grand, comme un ρ qui vaut 0,8, j'ai clairement de la dépendance dans mes données. Sachez pourtant que si vous considérez un vecteur gaussien, on est dans la situation de l'indépendance asymptotique. Si vous allez très loin dans les extrêmes, il n'y a plus de dépendance du tout, en fait. Et si je calcule mon paramètre qui-bar pour la dépendance résiduelle, naturellement, je tombe sur un ρ. Alors nous, le cadre dans lequel on se place,
c'est le cadre spatio-temporel. Donc finalement, l'objet de mon étude, c'est un processus, ici Z, de mes intensités de pluie, en différents sites et en différentes dates. D'accord? Donc S pour l'espace, et T pour la coordonnée temporelle. Et je peux faire la même remarque que tout à l'heure, mais vous l'avez déjà comprise. En fait, le problème des modèles max stables, ici que je représente pour un processus, alors bien sûr, pour pouvoir représenter les choses, ici, on peut considérer simplement que l'espace a une seule dimension, et j'ai pas le temps, quoi, par exemple. Simplement pour vous montrer que si j'ai un processus, eh bien, je sais que le max de ces processus va converger vers un processus max stable, d'accord? Mais finalement, le max de ces processus ne correspond pas à un événement donné. Donc si je simule selon ces processus max stables, qui sont quand même bien balisés dans la littérature, je ne peux pas prétendre simuler à l'échelle de l'événement. Et donc on va plutôt effectivement avoir envie d'avoir une approche par dépassement, c'est-à-dire s'intéresser au processus, sachant que typiquement l'intensité de pluie, elle va dépasser une valeur critique en un site sur ma zone d'intérêt à une certaine date. C'est ça qui va définir, par exemple, mon événement extrême. Donc, je peux m'intéresser donc simplement aussi, si je le souhaite, au dépassement, si c'est vraiment les quantités simplement extrêmes qui m'intéressent. Le modèle hiérarchique, il modélise typiquement ça, le max entre le processus et un seuil qu'on suppose suffisamment haut, pour être bien en raccord avec la définition d'un extrême au sens mathématique du terme. Alors avant de se lancer dans la modélisation, il convient de regarder un peu mieux les données, justement, donc là les données aux stations, pour voir si je suis plutôt dans une situation d'indépendance des extrêmes ou de dépendance. Donc le qui dont je vous parlais tout à l'heure, vous avez compris, c'était un qui de U, je regardais quand le U il tendait finalement vers les extrêmes, mais c'était à chaque fois bivarié, c'est-à-dire c'était pour deux sites, d'accord, la dépendance entre deux sites. Donc là, vu que je suis dans un contexte spatial, je vais simplement mettre la distance ici sur l'axe des abscisses. Je vais représenter le qui de U sur leurs données. Et à chaque distance, j'ai des paires de sites. Donc à chaque distance, je vais aller estimer pour les paires de sites qui correspondent à ce fameux qui de U. Donc ce qui est en très plein noir, là, avec l'intervalle de confiance, la bande de confiance en rouge, c'est le qui de U, avec le U qui correspond à un niveau de quantile à 99%. Et puis je vais un peu plus loin dans les extrêmes avec ce qu'il y a en bleu, en prenant un niveau de quantile à 99,5%, l'idée étant de savoir, quand je suis à la limite, vers où va mon qui, et surtout s'il est nul ou pas. Et ici, on voit qu'on a une claire tendance à s'écraser vers 0, ce qui montrerait sur nos données qu'on est dans un cas d'indépendance asymptotique. On peut regarder le qui bar qui vient prendre le relais, comme je le disais, pour la dépendance résiduelle. Bon, l'information, c'est simplement qu'on voit qu'il est forcément strictement positif ici sur toute la zone, et que donc on a toujours de la dépendance dans nos données, même si on va suffisamment loin dans les extrêmes, cette dépendance n'est plus. Ça, c'est en spatial. Et on peut faire la même chose en temporel, parce que mes extrêmes sont indépendants dans le temps. Donc là, c'est un peu moins clair. Néanmoins, il reste raisonnable de penser qu'on est dans une situation plutôt d'indépendance asymptotique, même si, à mon avis, c'est plus loin dans les extrêmes. Alors ce modèle hiérarchique, je vais simplement essayer de vous expliquer comment est-ce qu'on a réfléchi pour le construire, d'où on est parti. Donc l'idée, c'est que si je m'intéresse simplement donc au dépassement, là j'en parlais tout à l'heure, d'accord, site par site, même juste, d'accord, Zx moins U pour peu que je sois au-dessus de mon seuil. Bon, la théorie des valeurs extrêmes me dit que c'est raisonnable de penser que c'est une distribution de Pareto généralisée. Donc ça, on le remet pas en cause, il n'y a pas d'autres distributions limites candidates raisonnables. Donc ce qu'on voudrait, c'est proposer un processus qui, en chaque site, donc, correspond à cette loi GPD, cette loi de Pareto généralisée. Cette loi de Pareto généralisée, on peut aussi la construire par une approche ratio en remarquant qu'en fait, c'est une loi exponentielle sur une loi gamma. Et donc, on propose un modèle de ce type, y de x, on dit que ça va être une exponentielle sur une gamma, sauf qu'à un moment, on veut quand même injecter la dépendance, d'accord ? Et donc, on injecte la dépendance spatio-temporelle à travers le processus G. Donc, en fait, E de x, ça va être une exponentielle, et G de x, eh bien, ça va être un processus latent qui va complètement guider la structure de dépendance spatio-temporelle de mon processus d'intensité de pluie Y.
Donc de cette manière, j'ai un processus qui a bien des marginales GPD qui va avoir une certaine structure de dépendance. Donc quelle structure de dépendance, justement? Donc là, l'idée qu'on a eue, c'était d'essayer d'avoir un modèle qui soit simple, disons, d'interprétation. Pas avoir des paramètres qui, même si ça s'ajuste bien, avoir des paramètres, on n'arrive pas à les interpréter, ou après, quand on va discuter avec les spécialistes, c'est compliqué, finalement, d'y mettre du sens. Donc l'idée, c'était vraiment de chercher quelque chose de physiquement interprétable. Donc c'est basé sur les champs aléatoires gamma. Et on a besoin, pour les mettre en œuvre, en fait, de certains objets géométriques. Donc les objets qu'on a choisis, c'est donc le cylindre. Donc en fait, là, vous voyez l'espace, le temps. En un point X, dans l'espace et dans le temps, on peut imaginer un cylindre qui correspond. Si je considère un autre point X', je peux imaginer aussi un cylindre qui correspond à ce point. Et ça, je peux l'imaginer en tout point de l'espace et du temps. L'idée, c'est de se dire que l'ellipse, en fait, elle va décrire la zone d'influence spatiale de la tempête, de l'événement pluvieux. Cette tempête, en fait, elle va pouvoir se déplacer dans l'espace avec une certaine vitesse. Donc, je vais avoir un vecteur vitesse. Et puis, elle va durer, l'événement pluvieux, il va durer un certain nombre d'heures. Donc, je vais avoir une hauteur, d'accord, du cylindre qui correspondrait à la durée de l'événement pluvieux. Ici, vous allez voir, c'est très simple. Si je considère ces points X et X' et qu'on se demande s'ils sont indépendants ou pas, mais vous voyez, ils sont suffisamment loin pour que je n'ai pas d'intersection ici de mes cylindres. Et donc, simplement, je vais supposer que ce qui se passe en X, c'est indépendant de ce qui se passe en X'. En revanche, vous voyez à droite, si les points X et X' sont un petit peu plus proches, donc dans l'espace et ou dans le temps, en fait, je vais avoir une intersection entre mes deux cylindres que je peux imaginer. Et ma dépendance, elle dépend directement du volume de l'intersection de ces cylindres, finalement jusqu'à correspondre totalement à l'union. Donc la force de la dépendance augmente avec ce volume des intersections. Alors on a repris donc notre modèle. Sur notre modèle, on est capable de faire tout un certain nombre de calculs. Et donc il y a des calculs mathématiques qui nous ont conduit au calcul analytique du qui, d'accord, celui qui correspond au modèle. Et donc, en calculant le qui de U, en faisant tendre U, donc, on trouve qu'on est dans un cas d'indépendance asymptotique. Donc, le modèle qu'on propose va être un modèle qui va être adapté à la situation de l'indépendance asymptotique. Et la dépendance résiduelle, donc ici le qui bar, il correspond donc au volume de l'intersection sur le volume de l'union. Donc, ce qui est assez raisonnable. Je voudrais vous montrer ce que ça donne sur les données, donc les 50 données aux stations. Donc on a fait tourner tout un tas de modèles concurrents qu'on a comparés avec des indicateurs que je ne présente pas ici. Là, l'objectif, c'est surtout de vous montrer ce qu'on a récupéré en faisant tourner donc, le modèle. Donc c'est ce qu'on trouve pour la ligne G1, c'est les estimations pour les différents paramètres. Donc ici, je m'affranchis complètement du problème des intensités de pluie pour focaliser sur la structure de dépendance. Donc si je veux estimer la structure de dépendance, je dois estimer les paramètres de mon cylindre. Donc les demi-axes, gamma 1, gamma 2, l'orientation, donc la hauteur, et puis le vecteur vitesse. Donc j'ai un K, G1 qui estime les paramètres de mon modèle, et G2 c'est simplement la même chose, sauf qu'on a forcé donc à ne pas être incliné, à ne pas avoir de vitesse. Donc ça c'est des résultats justement que je présentais jeudi dernier à Hydrosciences, et on peut justement après réfléchir à l'interprétation qu'on y donne. Donc c'était assez intéressant de leur présenter ça. On avait donc 165 km, 100 km, 318 km pour les demi-axes. Donc ça c'est assez énorme si vous vous rappelez de la zone qu'on est en train de traiter. Donc là c'est compliqué à avoir vraiment une idée. Néanmoins, ça veut vraiment dire que quelle que soit ici la distance sur la zone, j'ai toujours une dépendance assez marquée dans les données. Donc c'est quand même un résultat. On a discuté les résultats sur l'orientation. La durée de l'événement pluvieux, avec cette méthode, donc on trouve 20 heures, ce qui aussi est très raisonnable. Et puis donc la vitesse en kilomètres par heure, ici. Alors pour valider le modèle, on peut très bien revenir à des calculs de probabilité conditionnelle à la fois empiriques, à partir des données, ça va être les points, et puis on peut mettre sur le même graphique ce qui correspond, les probabilités qui correspondent précisément au modèle pour voir si on s'ajuste bien. Donc finalement, ça correspond au graphique du qui dont je vous parlais tout à l'heure. Ce qu'on a sur la gauche, on retrouve la distance sur l'axe des abscisses, et puis donc ces probabilités conditionnelles là qui sont calculées.
Donc on peut le faire pour un même date, et puis on peut aussi s'intéresser à la probabilité que donc, la pluie en un site à une certaine date dépasse une valeur, sachant qu'en un autre site, en une autre date, ça dépasse aussi une valeur critique. Et donc on a des lacs temporels de 0, 1, 2 là sur les différents graphiques. Je ne sais pas combien j'en suis sur le temps. Ouais, ça va aller. Et donc ça, on le fait selon différentes directions. Parce que vous l'avez compris, le fait que j'ai une ellipse et pas un cercle, ça fait un modèle qu'on appelle anisotrope, où du coup ma dépendance, elle dépend des directions. Donc cette validation doit se faire direction par direction. Ici, je ne vous présente pas tous les résultats, simplement une direction en particulier. 5. Ouais. Donc sur ce modèle hiérarchique, donc on a proposé un modèle physiquement interprétable pour les dépassements. Qui correspond à une situation d'indépendance asymptotique. Alors sur les données, c'était raisonnable. Néanmoins, si on s'intéresse à une échelle spatiale, par exemple, beaucoup plus fine, même si tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que pour la pluie, on est dans cette situation d'indépendance asymptotique, parfois, si vous regardez sur des zones très resserrées, il faut aller très 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 loin dans les extrêmes pour le voir. Et parfois, il vaut peut-être même mieux se tromper un petit peu et mettre un modèle de dépendance asymptotique si on sait qu'on n'extrapole pas extrêmement haut, si vous voulez. Donc l'intérêt d'avoir des modèles hybrides qui puissent traiter les deux situations reste intéressante. Et donc on est en train de travailler aujourd'hui, mais on n'a pas du tout encore de premiers résultats sur les données ni rien. On est juste vraiment à faire les maths du modèle, quoi. Mais on est en train de proposer donc quelque chose pour la dépendance asymptotique aussi. Et puis, alors on peut faire une critique aux simulations qu'on est capable de faire. Là, je vous ai présenté finalement la partie modélisation. Bon, une fois que j'ai construit ce modèle et ajusté sur des données, je peux l'utiliser pour simuler. Néanmoins, qu'est-ce que je vais simuler là? Je vais simuler le max entre ZX et U. Donc, quelque part, oui, je suis à l'échelle de l'événement. Donc, je réponds à la critique de tout à l'heure des modèles max stables. Néanmoins, quand je suis en dessous du seuil, je ne propose pas de valeur en particulier. D'accord ? Donc, pour aller alimenter les modèles dont je parlais tout à l'heure, ça peut poser un problème. Et on aimerait plutôt simuler la trajectoire complète. Donc là, on est dans la théorie des processus de Pareto. Et le travail de postdoc de Fatima, c'était d'être capable de proposer une approche de simulation donc semi-paramétrique pour ce type de processus. Donc juste quelques mots, parce que sinon on a le poster, on aura l'occasion encore de discuter de ça tout à l'heure. Effectivement, on peut se dire qu'on s'intéresse, vous l'avez compris, à toute la trajectoire pour peu que ça dépasse en un site, en une date. Mais même, il y a une généralisation de ça qui est intéressante. C'est pas forcément pour peu que l'intensité de pluie, elle dépasse une valeur, mais que, par exemple, le cumul de pluie sur 3 heures d'affilée sur une certaine zone dépasse une valeur seuil. C'est plus ça, en général, qui est intéressant, finalement, dans une approche, ensuite, risque d'inondation urbaine. Donc, c'est l'approche qui a été proposée ici. Donc, l'algorithme en question, c'est pas... Voilà, on peut en parler tout à l'heure. Par contre, j'ai juste un petit film de ces résultats, et donc là sur le poster c'est plus compliqué. Donc je vais juste finir par vous montrer ça. Donc elle sélectionne des événements extrêmes tels que effectivement un cumul sur 24 heures et sur une zone de 15 km dépasser une valeur critique. Ça, elle va sélectionner dans les données, d'accord ? Donc à partir des données, elle identifie, on le voit sur la gauche, un événement qu'on peut qualifier d'extrême. Donc ça, c'est pas du tout une simulation, c'est juste des pures données, d'accord ? Ce qu'on a à gauche. On peut par contre faire des calculs, comme je peux vous dire que c'est un événement pour la valeur pour laquelle le site pour lequel la valeur est la plus grande. C'est un événement qu'on s'attend à voir à peu près en moyenne tous les 40 ans, typiquement. Donc on peut quand même quantifier le niveau extrême de la tempête observée. Et en fait, en quelque sorte, c'est à partir de ça qu'elle est capable de proposer une infinité de scénarios extrêmes avec une force qu'on mesure. Donc là, on a rejouer, donc ça c'est pas du tout une donnée, c'est une pure simulation, un événement où pour la valeur pour laquelle on a pour le site décidément, pour lequel on a la plus grande valeur, c'est associé à une période de retour de 200 ans à peu près, d'accord ? Donc et ça on peut le quantifier et pour chaque pas de temps, on peut proposer donc la suite de cette simulation qui prend en compte une dépendance, évidemment une modélisation de dépendance spatiale et temporelle. Donc ça c'est pour un autre pas de temps. Et vous montrer typiquement ce qu'on observe sur donc toute la zone à différents un pas de temps horaire, ce que peut donner typiquement une simulation. C'est juste un exemple d'une simulation qu'on peut récupérer. Voilà. Bon. Je vais simplement terminer par les perspectives.
Alors l'idée, c'est que donc on a focalisé jusqu'à présent sur la simulation donc de pluie extrême. Pour certaines applications comme les inondations urbaines, ça convient tout à fait. Néanmoins, il y a d'autres applications où on aurait besoin de simuler toute la chronique de pluie. Donc des événements de temps sec, de pluie courante et événements extrêmes. Donc il existe déjà donc ce qu'on appelle les générateurs de pluie qui fonctionnent bien. Donc l'idée ce ne sera pas de tout réinventer, mais au contraire se baser sur ce qui marche ici pour la pluie courante et les pas de temps sec, et puis d'y intégrer en fait à travers sûrement une approche par type de temps, d'y intégrer en fait des simulations extrêmes avec les difficultés de phase de transition qu'on a en fait à gérer. Donc ça, c'est pour voilà, les projets à venir. Les études d'impact, donc j'ai dit dans le cas des inondations urbaines, il y a d'autres modèles hydrologiques aussi. On a commencé des discussions avec des gens d'Avignon sur les modèles karstiques, donc ils sont intéressés là pour le coup pour toute la chronique, donc il faut qu'on avance un petit peu plus sur la méthodo. Et puis ce que j'ai présenté pour les pluies, on peut l'adapter à d'autres variables. Donc ce que j'ai pas dit du tout, c'est que le travail de Fatima prend en fait la suite, en quelque sorte, d'un travail qui avait été fait dans le cadre de simulation de vagues dans le golfe du Lion. C'était une thèse de Romain Chélan avec Géosciences, le LIRM et l'IMAG. Et donc on poursuit sur ces approches-là. Et donc les approches qui sont développées, on peut aussi réfléchir à les étudier plus sur ce type de variables. Voilà, et puis les projets continuent. On a déposé un autre projet au LEF, etc. Donc, voilà. Merci beaucoup. Oui, j'ai une question sur le modèle des cylindres. Là, je ne comprends pas pourquoi le cylindre a une section droite. Pourquoi la vitesse, elle, va être supposée, du coup, toujours constant. Le vecteur vitesse va être constant. Et pourquoi c'est pas un tube, en fait, est-ce que c'est vrai dans la réalité, dans les endroits, c'est vrai ce qui se passe et on a toujours une vitesse. Si je reformule, c'est pourquoi est-ce que sur toute la zone, le cylindre, il a tout le temps la même inclinaison, quoi. Pourquoi est-ce que je ne peux pas imaginer? Alors, on peut imaginer avoir les paramètres qui varient sur l'espace, ça oui. C'est-à-dire d'avoir des durées d'événements qui sont différentes. Typiquement, si je prends un cadre simple, juste la durée, si je regarde les choses sur une certaine zone géographique ou sur une autre. Donc je peux avoir des cylindres différents. Maintenant, je monte en complexité quand même dans mon modèle. Mathématiquement, ça tient. Après, on n'a pas mis en place. Pour l'instant, on est vraiment avec le même... Et la réalité, en fait, alors la réalité... C'est quoi? C'est vrai que c'est... Alors, ce qu'ils nous ont dit la semaine dernière, parce que du coup, j'ai bien discuté avec eux. Alors, ils sont bien conscients que, bon, après, ça reste un modèle, il faut qu'on soit capable de faire des calculs, parce que derrière, il y a des calculs lourds d'intersection des objets en question pour tout ce qui est les lois multivariées. Donc ça, ils sont conscients qu'il faut qu'on schématise. Néanmoins, effectivement, si je m'intéresse... ils me conseillaient de rester bien sur, par exemple, les épisodes de l'automne, parce que je ne vais pas avoir effectivement du tout le même genre d'événements si je m'intéresse à ce qui se passe en automne ou en été, typiquement. Donc pour pouvoir pallier ce problème, finalement, de restreindre soit la zone, ou alors de procéder par une approche, donc par type de pluie aussi, en fonction du type de pluie et donc de covariables, avoir des estimations différentes des objets. Donc ça, c'est aussi une possibilité. On peut mettre dans les paramètres, soit effectivement, on peut mettre des covariables aussi autres finalement que juste les positions. Mais on n'a pas été poussé pour voir si... Là, on sait que l'estimation, elle marche bien, par exemple. Après, je ne peux pas garantir à quel point on peut pousser la complexité du modèle. Oui, ce type d'approche est basé sur des données que vous avez en main. Il n'y a pas de danger avec le changement climatique. On peut dire, par exemple, il y a un événement rare qui va revenir tous les 100 ans, mais dans 15 ans, ça va venir tous les 20 ans, et ainsi de suite. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de... Là, on ne prend pas en compte la non-stationnarité temporelle dans l'approche, clairement. Et c'est pourquoi, là, par exemple, on lance en étude exploratoire là, un stage de M2 là, en biostat qui va travailler sur les sorties de modèles régionaux et sur les projections aussi. Et justement, pour voir, on va faire une approche par classification pour voir en fait comment déjà dans les sorties de modèles, dans les projections, qu'est-ce qu'ils mettent finalement dans les structures de dépendance et pouvoir commencer à réfléchir à ça parce que je suis d'accord. Deuxième partie de la question, c'est quel est le lien entre votre approche et les modèles physiques utilisés, par exemple Météo France, on peut dire la météo base
basé sur des modèles physiques du climat. Oui, oui. Quel est le lien entre cette approche et des approches plutôt physiques On remplace absolument pas ces approches-là. Au contraire, c'est des données sur lesquelles on peut aussi se baser, en fait, typiquement, pour après, à partir de ces données-là, produire de nouvelles données, éventuellement plus extrêmes. Parce que c'est pareil, si on prend ces sorties-là, on reste en nombre limité pour les événements extrêmes. Et si on veut s'en donner un certain nombre et contrôler donc le caractère extrême, on peut tout à fait baser nos approches sur des sorties de modèles numériques comme ça. Pour les vagues, c'est ce qu'on avait fait. En fait, on n'a pas de données à tout point du golfe du Lion, des hauteurs de vagues. En fait, on avait d'abord eu les résultats d'un modèle numérique. Et en fait, c'est plus en appui pour après pouvoir avoir plus de types de données sur lesquelles on construit, quoi. J'imagine que les modèles physiques ont du mal avec les événements rares. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai, oui. Merci. D'accord. Ouais, moi, ça revient un peu à la même question, c'est la dépendance par rapport à la géographie. A priori, si je prends deux sites, ils sont interdépendants parce que j'ai une géographie qui fait que, a priori, je m'attendrais à ce qu'un événement météo à un site influence un météo à un autre. Et ce que je semble dire, c'est que pour des événements extrêmes, en fait, je peux avoir des lois universelles qui sont indépendants de la géographie. Est-ce que dans un certain sens, ça s'explique? De la distance, De la distance, oui. Peut-être que ça va dépendre, dans un certain sens, uniquement une sorte d'universalité, de caractéristiques très générales, mais ça ne va pas dépendre des détails fins de la géographie, alors que les prévisions pour météo usuelles, ça dépend des détails fins de la géographie. Pour les événements extrêmes, ça pourrait dépendre uniquement que de grandes catégories. Cette histoire d'indépendance. Non, alors l'indépendance ici asymptotique ne veut pas dire que je ne mets pas de dépendance dans les extrêmes de mon modèle. D'accord? Simplement, je mets une dépendance qui, si j'allais dans les extrêmes extrêmement loin, disparaîtrait. Donc elle disparaît, si vous voulez. Elle ne reste pas constante à un certain niveau extrême, comme supposent les modèles MaxTab, par exemple, ou si j'atteins un certain niveau extrême, après ça y est, j'ai ma dépendance des extrêmes et elle restera la même. J'ai une dépendance qui diminue, en fait. Maintenant, quand je modélise, j'utilise la dépendance, clairement, et dans l'espace et dans le temps. Si elle s'élimine quand vous avez des extrêmes, grosso modo, ma question c'est, à un moment vous parlez aux gens de météo de France qui s'intéressent à cette région-là de France. Oui. Maintenant, si le lendemain vous allez en Allemagne, est-ce que vous pourrez leur dire quelque chose? Alors en fait, le modèle, il dépend quand même de la géographie en quelque sorte, parce qu'il s'appuie complètement sur les données. Et mes données, de toute façon, elles sont telles qu'elles sont, parce qu'elles sont là où elles sont. Donc en fait, en quelque sorte, quand je suis sur l'approche non paramétrique, je récupère tellement d'infos à une maille extrêmement fine de mes données, que tout ça, je le prends en compte à travers les réalisations, si vous voulez, des intensités de pluie, et pas à travers la prise en compte nécessairement de l'altitude ou de variables climatiques. Je ne sais pas si je réponds à la question. Donc, le point d'entrée, en fait, c'est les données qui sont localisées sur Voilà. Donc si je vais le modèle, en fait, correspond effectivement à l'analyse des données d'abord. Des données, en fait. Voilà. Voilà. Si on fait ça en Allemagne, ce ne sera pas forcément le même modèle. Je devrais le refaire tourner sur les données en Allemagne. Donc il va s'adapter, mais seulement si je le... Il faut que je réapprenne en fait cette étape-là. On a une dernière question avant que le CRM tombe dessus. Georges. Oui, enfin, ma question c'était un petit peu la même. Ce que j'ai compris, c'est que tous ces travaux, c'est des données d'observation qui sont faits indépendamment des modèles physiques de Météo France. Là, oui, ouais, c'est sur des données voilà, radar. La question c'est est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de prendre en compte ces modèles physiques, ces contraintes physiques. Alors, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est de le faire en prenant aussi comme exemple les sorties de modèles physiques. Voilà, mais il faut qu'on regarde un peu mieux ces sorties de modèles physiques, parce qu'effectivement, moi, j'ai jamais mis les mains dedans. Pour les extrêmes, il y a des études effectivement qui montrent que bon, ça peut être discutable. Donc déjà, on veut étudier les dépendances des extrêmes dans les sorties de ces modèles déjà actuels, passés et futurs, dans un premier temps. Et en fonction de tout ça, ce que ça peut donner, ça peut tout à fait venir en entrée et être nos données, en fait, sur lesquelles après on se basera pour mettre les modèles. Mais avant de faire ça, il faut qu'on regarde, qu'on regarde par rapport aux données observées, justement, pour ce qui est du climat passé. Très bien. Merci beaucoup. Merci. On va s'arrêter là. On va continuer avec l'axe système modèle.
mesures. Donc Christian va nous faire